Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils sont alors devenus des Web3 builders, à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez, vous aussi, un builder. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute. Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je reçois Jean-Nicolas Inard. Il est CEO et cofondateur de Wagmi Studio. Comment tu vas, Jean-Nicolas ? Hello Romain, hello à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je vais super bien. Je peux pas mieux commencer la journée qu'avec ce petit podcast avec toi. Donc très très cool. Super, bah écoute, ça va faire un super épisode et on va passer un bon moment ensemble. Bah écoute, la tradition dans le podcast, c'est qu'on on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux me dire ce que tu faisais avant d'arriver dans le Web3 ? Ouais, avant d'arriver dans le Web 3, j'avais fait plusieurs boîtes qui ont, on va dire, pas trop marché. Voilà, on va dire, c'est comme ça. Et puis en fait, c'était dans le marketing d'influence pour les restaurateurs. T'arrivais en fonction de l'influence sur Instagram, tu pouvais prendre des stories et avoir des récompenses au comptoir. On a pris le Covid, donc ça n'a pas marché parce que c'était en point of sale. Ensuite, on a monté avec. Alors, j'ai toujours bossé avec les associés avec lesquels je bosse actuellement, à savoir Maxence, Théo et Jérémy. Et ensuite, on avait monté en 2020-2021 un startup studio auprès d'un fonds d'investissement. Donc dans lequel on aidait plein d'entrepreneurs, plein de boîtes, etc., même du portfolio, à continuer d'avancer, etc., malgré le Covid, malgré la crise. C'était bien cool. Et après, en 2021, j'ai rejoint la blockchain en tant que builder et non juste en tant qu'investisseur. Chose que je faisais depuis à peu près en tout, 2018-2019, j'ai commencé à investir dans la blockchain. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de ton premier contact avec le secteur et comment tu as connu justement le Web3 ? J'imagine que c'est par l'investissement, mais voilà, concrètement, comment ça s'est passé ? Ouais, exactement. Je pense comme tout le monde, la partie spéculative qui est assez attractive et amusante, encore plus en Covid où j'ai effectivement augmenté mes positions. Et après, en fait, on a eu la vague des NFT qui est arrivée en 2021. À cette époque-là, du coup, au début de 2021, on était dans le Startup Studio encore. Et puis, au fil de l'eau, on s'est dit, il y a eu de plus en plus en fait, de leads et de projets qui arrivaient. Et on s'est dit, il faut qu'on lance un truc là-dedans. Et en fait, on a commencé par un premier projet qui n'a pas été allé, enfin on n'est pas allé jusqu'au bout, mais c'était un premier projet de lending à partir de NFT. Donc il y en avait déjà à l'époque quelques-uns. T'as différents systèmes, mais ouais, t'as genre Blend ou t'as différents protocoles comme ça qui te permettent on va dire de faire un effet de levier pour acheter des NFT ou pour au contraire mettre en collatéral des NFT et prendre de l'argent, enfin de la liquidité. Et ça n'a pas abouti. Ensuite, on a fait un projet avec Oussama Ammar, avec le pianiste Sofiane Pamar, qui est un pianiste incroyable et énormément de talent et qui a fait une collection NFT. Et donc, on était l'équipe technique et aussi de l'animation de communauté. Et donc, voilà, c'est comme ça que se sont un peu enchaînés. Après, on a bossé avec les groupes. Enfin bref, voilà un peu les premiers pas dans l'écosystème. Ok, bah merci pour les précisions. Alors du coup, est-ce que tu pourrais revenir peut-être un peu plus en détail, tu vois, sur le fait, alors toi, tu étais déjà entrepreneur, tu avais entrepris à plusieurs reprises, voilà, je pense que comme tous les entrepreneurs, tu as fait des erreurs, etc. Puis à chaque fois, tu es revenu un peu plus fort. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit à un moment donné avec tes associés, là, on crée un truc dans le Web3 spécifiquement, tu vois, qu'est-ce qui fait que vous êtes dit, le Web3, il y a un truc et on a envie d'y aller ? Alors, je t'avoue que, enfin, vraiment, on y est allé. Alors, il y a des convictions de base, hein, mais ça, je pense qu'on les partage, enfin, quasiment tous. En tout cas, j'espère. La confiance, on va dire, qu'on a dans cette technologie. Mais après, en tant qu'entrepreneur, j'ai envie de dire, c'est purement du business à la fin. C'est-à-dire qu'on peut avoir des convictions, on peut avoir même une passion en fait pour l'écosystème. Au bout d'un moment, il faut bien qu'on génère en fait de l'argent, qu'on capte de la valeur ou qu'on génère de la valeur. Et donc en fait, c'est plus ça qui nous a aussi attiré, c'est qu'on s'est dit, en fait, on est en tant qu'entrepreneur, on a aussi vu une opportunité justement pour nous de créer de la valeur, de délivrer de la valeur pour des clients. Et c'est comme ça en fait qu'on s'est mis sur ce secteur. De la même manière qu'on avait fait le startup studio et avant le marketing d'influence. Tu vois, quand on était dans le marketing d'influence avant, on avait créé une solution qui était peut-être un petit peu early, où il n'y avait pas le bon momentum. Enfin bref, ça, on va pas refaire le match comme on dit, et en fait, on était passionné par ce qu'on faisait et on était convaincu par ce qu'on faisait aussi, qu'on délivrait. Pour autant, on n'arrivait pas à créer, enfin, ou à capter beaucoup de valeur sur le marché. Pas suffisamment en tout cas pour vraiment vivre bien comme il faut. Et donc en fait, c'est les deux conditions au bout d'un moment. C'est juste le côté, tu sais, l'alignement entre tes convictions et puis le fait que en fait, tu peux en faire un métier, tu peux travailler, recruter des gens et faire vivre des gens autour de ça, quoi.
Donc c'est ça qui nous a vraiment lancé et tout, et c'est un enchaînement justement de rencontres après et d'opportunités de business. Ok, bah écoute, merci pour la franchise en tout cas. Alors ce que je te propose maintenant, c'est que tu nous présentes un peu plus dans le détail Wagmi Studio. Bah, peut-être aussi parle-nous de tes associés, qui y sont, et puis aujourd'hui, voilà, quelques peut-être chiffres clés aussi. Voilà, combien de personnes vous êtes dans l'équipe, combien de projets vous avez accompagnés, ce que vous faites au quotidien. Alors première chose, on dit Wagmi Studio du coup. Je crois que c'était un petit peu le V, je crois, de Wagmi Studio. C'est théoriquement possible, mais dans la pratique, on dit Wagmi Studio. Je me permets, Romain, parce que je te connais, donc c'est pour ça. Mais effectivement, non, on a eu la chance de bosser rapidement, en fait, surtout à partir de 2022, avec des grands comptes, des grands groupes. Donc vraiment des L'Oréal, des Pernod Ricard, des PMU, des La Poste, la Croix-Rouge, etc. Enfin vraiment plein de typologies de boîtes. En tout, on en a une cinquantaine dans le portefeuille. Alors, toutes ne sont pas aussi grosses, évidemment, que celles que je viens de citer. Mais on a eu cette chance. On a 10 salariés et on est 10 personnes, pardon. On est tous salariés, mais donc 4 cofondateurs. Et on a minté environ, on va dire, ouais, à peu près entre 4 à 5 millions de NFT pour différents projets. C'est pas tous des projets qui ont pour vocation à être achetés. C'est des différentes typologies d'NFT. Je pense que voilà, on le sait tous ici. Et en termes de chiffre d'affaires généré à partir des ventes des NFT qu'on a fait, c'est entre 3 et 4 millions si on compte le marché secondaire, etc., etc. Excellent, bah merci pour la présentation et ouais, t'as bien fait de me corriger. Donc ouais, je dirais bien Wagmi Studio. Désolé pour cette petite boulette. Yes, carrément. Alors peut-être ce qui serait intéressant aussi, alors bon, les chiffres sont impressionnants. Il y a un certain nombre de studios aujourd'hui présents dans l'écosystème. Qu'est-ce qui fait votre force et votre unicité chez Wagmi Studio? Yes, ouais, complètement. Il y a vraiment bon nombre d'acteurs qui se sont développés en 2022. Après, c'est vrai qu'en 2023, il y a eu pas mal de pivots. Il y a eu des boîtes qui sont passées de studio en agence, vraiment full agence, d'autres qui sont allées sur du SaaS, le rêve de tout entrepreneur avec du MRR, etc. Ça reste compliqué, donc oui, il y a quand même des acteurs, mais au final, il n'y en a pas énormément que ça. Je dirais que nous, notre proposition de valeur, en fait, enfin, c'est tout con, mais c'est vraiment notre mindset entrepreneurial. Je pense que ça s'inscrit en fait dans notre ADN. J'en discutais justement avec un acteur il n'y a pas longtemps de l'écosystème. Et en fait, on comparait entre guillemets le mindset entrepreneurial avec le mindset un peu consultant, tu vois, de consultant, les boîtes de consulting. Et en fait, nous, on est vraiment, alors c'est parfois, on vend pas autant justement que certains consultants et tout, parce que bah, on est vraiment sur l'opérationnel, la réalisation du projet, le côté vraiment très pragmatique, très concret en fait de la chose. Et donc en fait, de dire une stratégie sur 2 ans de ce qu'il faudrait faire ou pas faire, etc. Au final, nous, c'est pas trop notre play. Nous, notre sweet spot, en gros, c'est vraiment de dire, bon, bah, testons ça. On se donne 3 mois, on se donne 6 mois. On teste ça, on teste telle proposition de valeur. Et en fait, c'est ce qu'on essaie de créer avec les marques. Donc évidemment, bah, parfois, comme on dit, il y a du déchet. Tu vois, ça marche pas. Ça, c'est la vie, on va dire, d'un projet. Mais on est vraiment axé justement sur le terrain, l'opérationnel, la concrétisation des projets. Et donc, la proposition de valeur, effectivement, c'est, entre autres, parce que ça passe par ça, la bonne maîtrise de la partie technique d'un projet. C'est-à-dire pour vraiment réaliser un go-to-market rapidement. On a toute l'équipe de développeurs en interne pour réaliser à la fois la partie Web3, tout ce qui va être les smart contracts, l'outillage, tu vois, à partir des wallets, etc. Ou même l'on-ramp pour le paiement en crypto ou le paiement en CB, pardon. Mais aussi toute la partie Web2. Finalement, dans un projet Web3, il y a aussi quand même beaucoup de front, il y a beaucoup de back-end, enfin, ça dépend du projet. Mais donc voilà. Et tout ça, on maîtrise. Donc en fait, notre proposition de valeur, c'est vraiment, encore une fois, d'être très pragmatique, straight to the point et exécution technique. Ok, bah écoute, yes, effectivement, ça a l'air très complet. Alors, ouais, on en discutait un peu avant d'enregistrer et tout. On parlait voilà de la tendance et bon, effectivement, on est encore on va dire, je pense en bear market, mais on sent qu'il y a on va dire plus d'optimisme avec les rebonds de marché qu'on a eu sur ces dernières semaines. Au moment où on enregistre l'épisode, on est fin novembre. Est-ce que toi, aujourd'hui, au sein de Wagmi Studio, tu ressens justement ce petit regain d'optimisme et voilà le fait que il y a des gens qui commencent aussi à se reprojeter, voilà, est-ce que ça se sent dans le pipe business? Ouais, complètement. Alors, ça n'a jamais complètement arrêté, en fait. Dans le sens que, enfin, les projets, ce que j'ai constaté, en tout cas, ce que nous, on a constaté chez Wellme Studio, c'est que les projets des grands comptes, des grands groupes, etc., ont été mis un peu, effectivement, c'est pas sous cloche, mais ont été plutôt on va dire, plus réfléchis ou décalés en interne. Mais parce qu'en fait, il y avait effectivement une sorte de peur de launcher en fait un projet en 2023 autour des NFT. Pour vraiment la plupart, il y en a qui l'ont fait évidemment, mais ça, voilà, ça a été plutôt juste
mis un peu en sourdine. Pour autant, l'intérêt, il est toujours là. Et en fait, les marques attendent entre guillemets le bon moment. Parce qu'effectivement, faut être, encore une fois, faut être très pragmatique. Au-delà de l'idée, au-delà du concept, il y a aussi un marché. Ça rejoint finalement ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'opportunité. Tu vois, il faut être smart. Il faut se dire, est-ce qu'il y a vraiment un go-to-market? Et donc non, effectivement, en termes de chiffre d'affaires ou même en termes d'intérêt pour le grand public, j'imagine qu'il y avait peut-être moins de good news, il y avait moins de marques qui se sont annoncées, se lancer, etc. Quoique encore, il y a quand même beaucoup de marques qui se sont lancées. Mais non, l'intérêt il est vraiment là et en fait c'est un travail long terme. C'est vraiment du long terme, c'est de maintenir le contact, apporter de la valeur, apporter des news en fait à nos clients ou à nos prospects. Pour ensuite, on sait très bien qu'en 2024 ou 2025, peu importe, hein, c'est du long terme. On va pouvoir effectivement bosser et sortir des choses avec elle. Alors, ce que je te propose maintenant pour la deuxième partie de l'interview, c'est qu'on aille sur des questions un peu plus personnelles. Alors, la première question que je voudrais te poser, c'est qu'est-ce qui te fait le plus kiffer au quotidien en tant que builder Web3? En tant que builder, alors, parce qu'il y a en tant qu'investisseur ou en tant que builder. En tant que builder, en vrai, j'aime bien l'aspect, surtout autour des NFT. J'adore. C'est une question. Il y a deux choses. J'aime bien voir en fait la communauté. Tu sais, quand le truc prend, c'est hyper, genre presque jouissif en fait de voir le truc prendre en fait. Tu te dis putain, ça marche quoi. Genre les gens, t'arrives à créer en fait à partir des NFT ce qui est un outil, hein, un outil technologique, tu arrives à créer une communauté, etc. Et tu vois que ça stick, tu vois, ça marche, c'est chouette, quoi, c'est cool. Et la deuxième chose, j'ai envie de dire, c'est aussi le fait de voir, nous, on est vraiment sur la partie surtout technique des projets. Et en fait, c'est de voir les entrepreneurs avec qui on travaille ou les boîtes avec qui on travaille, la confiance qu'ils ont sur notre partie technique. Et donc, c'est ce côté, c'est bon, ok, la partie tech, je sais que c'est géré. Maintenant, je peux focus justement sur la communauté, je sais pas, le design ou n'importe quoi, l'UX, enfin bref, tout ce que tu veux qui n'est pas du coup tech. Et ça, c'est aussi un truc qui est cool en tant que builder, c'est de voir qu'en fait tes clients, par exemple, captent en fait ta proposition de valeur, à savoir, comme je disais, le côté très opérationnel, très pragmatique. Et en fait, ils ont full confiance. Et ça, c'est vraiment aussi un côté cool dans la gestion de projet que du coup les utilisateurs finaux ne voient pas. Parce que c'est que du back-office, tu vois, c'est que entre mon client ou notre client et nous. Mais ça, c'est cool aussi en tant que builder, de se dire, putain, il y a une confiance qui s'est instaurée au-delà aussi du projet. Et ça, c'est ultra chose parce que c'est du long terme, encore une fois. Après, en tant qu'investisseur, je vais pas te mentir, je t'avoue que c'est la spéculation. Mais je m'en cache pas, il y en a qui ont honte de le dire, il y en a plein d'écosystèmes qui le font, etc. C'est de la spéculation, c'est marrant, c'est comme du casino, c'est chouette. Et tu perds de l'argent, tu gagnes de l'argent. Et je pense qu'il faut, au bout d'un moment, il faut un peu l'assumer, quoi. Enfin, la crypto, c'est aussi développé autour de ça. Comme on dit, autour des shitcoins, autour des memecoins, etc. Et je pense que ça fait partie de l'écosystème. Évidemment, ça n'est pas représentatif de l'écosystème. C'est pas la valeur ajoutée de la blockchain in fine, mais en tout cas, j'ai envie de dire, c'est son meilleur marketing à date, quoi. Donc faut l'assumer. Et en tant qu'investisseur, j'adore aussi cette partie un peu folle et spéculative, irrationnelle de la blockchain. Yes, bien sûr, oui, oui, c'est aussi ce qui fait voilà, toute la stimulation de cet écosystème. Et bon, voilà, il y a un petit disclaimer en début de podcast, mais bien entendu, voilà, on rappelle que on peut perdre tout son capital en investissement, qu'il faut être prudent, faire ses propres recherches et que voilà, il y a pas de, on va dire, de reward sans risque, bien entendu. Alors toi, justement, qui est un builder et qui accompagne aussi beaucoup de builders, de voilà, des marques, des entreprises dans leur stratégie et leurs projets Web3, tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui là aujourd'hui a envie de lancer son propre projet Web3? Alors ça, c'est la question la plus, j'allais dire, la plus compliquée dans le sens que, en fait, ce qu'il faut définir au départ, pour moi, hein, c'est d'abord ta cible. Parce qu'en fait, quand on parle de Web3, au fond, on englobe tellement de choses qu'effectivement, c'est compliqué de bien cibler. On a l'impression que genre, ouais, je fais du Web3, donc j'ai une seule cible. En fait, au sein même de cet écosystème Web3, ou on va dire de l'écosystème blockchain, il y a, je sais pas, il y a au moins une dizaine de cibles en fait. Ne serait-ce que même, tu vois, par rapport, même dans la spéculation, si je reprends le côté spéculatif, entre un token et des NFT, alors les NFT restent des tokens, mais c'est un type de token particulier, en fait, c'est pas la même cible. Donc, c'est pas la même manière de communiquer, c'est pas la même manière de transmettre de la culture, enfin la culture de son entreprise, c'est pas le même rythme aussi de développement. Enfin, tu vois, il y a plein de choses en fait qui rentrent en ligne de compte. Donc, déjà, la première chose à faire quand on rentre dans le Web3, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut vraiment, enfin, qui on veut vraiment cibler. Le token ou les NFT d'ailleurs ne sont pas forcément toujours obligatoires. On peut faire un projet Web3 qui n'a pas de token ou de NFT. Ça existe. Si on fait par exemple même de l'ancrage ou si on fait
tu vois, de la sécurisation de données sur la blockchain, il n'y a pas forcément besoin de NFT ou de token. Donc vraiment, dire du Web3, c'est cibler déjà quel est mon client, etc. et quelle est la proposition de valeur que je vais apporter. Et ensuite, effectivement, si on veut sortir un NFT ou un token, bah là, encore une fois, il faut se dire, est-ce que, en fait, moi, je vois le Web3 comme, enfin, dans le game, on va dire, dans le playground des tokens, je le vois comme des strates. C'est-à-dire, tu as des strates, non pas la stratégie, hein, mais des strates, des layers. Tu as le layer justement des dégènes. Ensuite, donc qui vont vraiment faire du 0 to 1, qui vont te permettre en fait de minter ton token s'ils comprennent le délire et qui vont le faire pumper en gros, tu vois, sur jusqu'à peut-être, ça dépend si on parle des NFT, mais 0,5 ou un Ether. Et ensuite, à partir de, en gros, une fois que tu as atteint ce sommet de ce layer, il faut que tu passes dans le layer 2. Et donc après, tu vas essayer de trouver des holders qui sont un peu plus long terme, tu vois, qui vont apporter de la valeur au projet au-delà juste d'être des flippers de NFT. Et ensuite, une fois que tu vas arriver peut-être à 5 Ethers en floor price avec des NFT, il faut que tu essayes de trouver un nouveau layer du coup de personnes qui ont un budget un peu plus gros et qui vont être plutôt, tu vois, qui vont apporter de la crédibilité au projet, du corps au projet. Tu vois, donc en fait, il faut vraiment essayer d'avoir la bonne vision en fait des choses quand on va faire un projet Web3 et de pas se planter sur quelle est la proposition de valeur en fait qu'on apporte à quelle personne. Et c'est tout con hein, finalement, mais c'est ce qu'on retrouve dans le Web 2 en fin de compte, hein. Nous, comme on vient du Web 2, c'est exactement la même chose. C'est se dire, j'apporte en fait ce que le client en final veut. S'il veut du dégène et qu'il veut de la spéculation, il faut que je lui apporte du dégène et de la spéculation. S'il veut au contraire juste un projet qui a du sens et une UX qui est complètement smooth, tu vois, qui est complètement Web 2, alors dans ce cas-là, j'ai presque envie de dire, on va plus toucher du dégène. Parce que le dégène, tu vois, il aime bien être avec son MetaMask ou son portefeuille et minter le truc, tu vois, dans le Discord, tu vois, c'est un peu le cliché, mais il y a une part de vrai, tu vois, tous les dégènes ne sont pas comme ça, mais il y a une part de vrai, quoi. Donc voilà, c'est plein de trucs comme ça qu'il faut bien capter pour ensuite justement avoir une exécution qui matche avec sa cible. Donc c'est ça la première chose à faire en Web3. Puis après, bah évidemment, waouh, bon courage quoi, bon courage, parce qu'en fait c'est dur, c'est vachement dur. Il y avait une citation je crois que c'était le CEO de Pudgy Penguin. Pudgy Penguin, c'est une collection NFT qui a pas mal pumpé, mais qui est même encore en top trend. Ils sont à peu près à 5 Ethers de floor price, 10 000 NFT. Et en gros, ils ont fait des toys chez Walmart, là, des petites peluches et tout. Enfin bref, donc ils ont plutôt bien cartonné. Et en tout cas, ce CEO-là, ce gars-là, Lucanets, il disait il y a pas longtemps, genre, je suis désolé, je vais pas bien la citer, mais c'était du style en fait, construire une communauté ou un projet Web3 avec des NFT ou des tokens, en fait, c'est avoir la difficulté de l'entrepreneuriat classique du Web2 qu'on a, associé justement à la volatilité de ton token. C'est-à-dire que les gens, en fait, ont l'impression que c'est comme s'ils avaient une action, entre guillemets, de ta commu ou de ton projet. Donc tu te complexifies en fait la vie fois 1000. Parce que quand tu entreprends dans le Web2 et que tu n'as pas l'indicateur du floor price ou tu vois, de ton token, de ta valo de ton token, bah, en fait, tu peux builder pendant un an ou 2 ans comme ça tranquille et sortir des choses au bout d'un an ou 2 ans. Alors que là, en fait, dans l'écosystème Web3, ah vache, il faut exécuter rapidement parce que les gens en fait vont vite se lasser sinon et ils vont passer à autre chose et en fait ton token il va plonger. Et ça veut pas dire que ton projet est mort, c'est juste dire que peut-être qu'il a fallu 6 mois de plus en fait pour délivrer ce que tu voulais délivrer comme valeur. Mais en fait, tu vois, donc il y a une question de timing, il y a une question de valo, etc. Et en fait, c'est un mix du Web 2 plus la difficulté justement de la valorisation de ton token qui s'associe. Donc c'est très 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 compliqué en Web3. En vrai, tu vois, même nous, on n'a pas sorti, nous, notre projet NFT ou token. C'est super compliqué, quoi. Donc ouais, faut vraiment être armé à ça, quoi. Ok, bah écoute, merci en tout cas, voilà pour ces conseils. Moi, j'ai bien aimé ton analogie avec les différents layers, voilà pour quand tu sors notamment un projet NFT. Et c'est vrai que souvent les problématiques de listing ou de ouais d'action cotée, c'est en principe ça concerne des entreprises déjà qui ont des dizaines d'années d'existence, alors que finalement aujourd'hui tu as des projets qui sont très très jeunes et qui se retrouvent avec des problématiques de communication externe, voilà de devoir gérer le prix d'un actif listé. Ouais, donc c'est effectivement c'est assez incroyable. Alors ce que je te propose maintenant, c'est qu'on aille sur une question. Voilà. Alors l'idée c'est pas forcément que tu nous donnes un conseil en investissement, bien entendu, hein, même pas du tout, mais plutôt que tu nous partages un projet coup de cœur que tu suis particulièrement en ce moment, ou si tu préfères une tendance, voilà, qui te hype en ce moment, ce serait quoi? S'il y en a certains enfin, me suivent sur LinkedIn ou même sur d'autres réseaux, etc., ou voilà, que j'ai croisé dans des events, ils savent que je suis particulièrement fan de Memland. Memland qui est la commu autour du projet 9gag. Donc c'est pas c'est pas voilà, un disclaimer là-dessus. Maintenant, de plus manière générale, parce que ça c'est un projet qui est assez cool et en gros c'est un fondeur qui a fait 9gag, donc il y a plus de 200 millions d'utilisateurs et qui a une expérience de dingue, tu vois, dans les produits, pour sortir des produits qui sont cool, addictifs, etc. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis, ils ont plutôt bien réussi, justement, leur launch des différentes collections NFT et du token.
Donc hâte de voir la suite pour le coup. C'est un projet que j'aime juste suivre, tu vois, et holder. Parce que du coup, j'ai des billes dedans, mais holder comme ça. Mais de manière plus générale, pour pas que focus sur un projet, en fait, j'ai la tendance. Je pense que les NFT en fait communautaires, dits PFP, enfin, tu vois, les trucs de PFP, profile picture. Je pense on les a trop rapidement mis à la cave, sous-estimés. Et ma thèse, on va dire, c'est qu'ils vont jouer un rôle hyper clé, ou en tout cas beaucoup plus important au précédent bull, dans le prochain bull market. C'est-à-dire que, en fait, tout le monde a dit oui, c'est bon, les PFP, c'est drôle, mais ça sert à rien, nanana. Enfin bref, outil de communauté, mais en fait, il n'y a pas de communauté, blablabla. Je veux dire, un Bored Ape, ça coûte, je crois, encore 30 Ethers, quoi. Enfin, on s'en rend peut-être pas compte, mais une image de merde qui sert à rien, enfin, si je reprends les propos, désolé pour le langage, Romain, désolé, mais je reprends les propos de certains, justement, de collègues ou de confrères dans l'écosystème, qui ne sert à rien, etc., vaut, à date, ça vaut, je crois, 60 000 balles, quoi, en floor price. Donc, pour quelque chose qui sert vraiment à rien en plein bear market, je trouve ça assez. Je trouve qu'on c'est trop vite jugé le produit. Et je pense, et il y a pas que les Bored Ape, évidemment, je cite les Bored Ape, mais j'ai parlé de Pudgy Penguin, j'ai parlé de Memland, je peux parler d'Azuki, je peux parler tu vois, de plein de collections NFT où quand tu les cumules, je crois qu'en valorisation, ils sont encore à peu près tous ces tokens-là, ces NFT sont à 2 milliards. Qu'en gros, c'est pas de l'argent qui dort, c'est plutôt un bon investissement dans le sens que, au-delà du côté culture et communautaire, il y aura une vraie strate dans le prochain bull pour justement animer ou faire farmer le token par ces communautés d'une manière ou d'une autre. Et je pense que ça peut bien exploser. Et sinon, de manière globale, comme je disais, c'est le côté, je pense qu'on sous-estime aussi tout ce qui est du coup les meme coins ou les shitcoins. Ça fait partie, comme je disais tout à l'heure, de la culture Web3. Ça existe depuis longtemps. Quand tu regardes Dodge, il est encore valo, je crois, je n'ai pas checké, mais je crois qu'il doit être entre 4 et 10 milliards, on va dire, en valo. Je suis désolé pour la fourchette qui est assez large. Mais voilà. Et en fait, ça fait partie des top, tu vois, des top 15 ou top 10 crypto encore dans le monde. Et en fait, on a une culture autour du Web3 qu'il ne faut pas non plus sous-estimer. Bien sûr, je suis projet, on va dire, qui a du sens, des projets innovants, hein, c'est pas ça le sujet. Mais je pense qu'effectivement, si on veut s'amuser dans la crypto et évidemment s'amuser en gagnant de l'argent, il faut pas effectivement sous-estimer les projets qui sont juste basés sur du divertissement ou du fun, à savoir les shitcoins ou les memecoins. Donc voilà. Et en plus, on a eu la démonstration en plein bear market. On a eu une méta shitcoin, enfin une méta memecoin en avril, mai, juin, grosso modo, de 2023. Et on a eu le PP qui a pumpé, je crois, 1,4 milliard en valo, en plein bear market. Donc c'est ça que je veux juste dire, c'est qu'évidemment, il y a des projets qui ont du sens, long terme, qui buildent de la vraie value, on va dire. Pour autant, il ne faut pas sous-estimer justement tout ce qui est à la fois les NFT PFP, comme on dit, qui servent à rien, et en même temps tous les shitcoins ou les memecoins qui eux aussi a priori ne servent à rien, mais qui en fait représentent d'une certaine manière aussi une culture. Donc voilà, c'est un peu ça mon play pour le prochain bull, en tout cas, ce serait ça. En tout cas, je trouve pas déconnant de diversifier son portfolio de tokens avec un peu de shitcoin ou du memecoin ou des trucs comme ça. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Yes, carrément. Bah écoute, merci en tout cas de partager cette position. C'est vrai que le narratif en ce moment, enfin, donne depuis un petit moment, hein, oui, c'est la fin voilà, des NFT, on va dire PFP, etc. Et on voit plus, c'est les NFT utilitaires qui vont prendre le pas. Alors, je pense que oui, c'est effectivement les NFT utilitaires, ils ont un grand avenir, mais oui, ne pas enterrer trop vite, effectivement, tout cet univers. Je pense que c'est important. Et ouais, tu parlais du Doge, là, j'ai checké sur CoinMarketCap, effectivement, la market cap aujourd'hui, tu vois, il a 11 milliards de dollars. Il est dans enfin, il est 9e au niveau des classements. Et C'est ouais, ouf. je suis d'accord avec toi. Les volumes encore, enfin, quand on regarde sur 24 heures, on est par exemple sur les Bored Ape, on est à 2900 Ethers de volume. Donc voilà, quand on connaît le prix de l'Ether Ouais. aujourd'hui, ça représente encore des Mm. gros chiffres. Donc yes, en tout cas, ça appuie ce que tu dis. Alors on arrive déjà à la dernière question de l'interview, ça passe vite. Est-ce que tu pourrais me dire à quoi ressemblerait ton Web3 idéal dans 10 ans? Voilà, si tu avais une feuille blanche, un crayon, que tu pouvais le dessiner, qu'est-ce que tu dessinerais? En vrai, je pense qu'il faut être pragmatique. Oh la vache, j'y crois à peine, quoi. J'y crois à peine dans la mesure où, en fait, on va tellement réglementer, etc., que, en fait, tu auras deux types de Web3, tu vois. Tu auras deux types d'usage de la blockchain. Tu auras l'usage de la blockchain où, effectivement, les gens ne le sauront même pas, ils n'auront même pas accès au wallet, ils ne paieront pas de gas fee. Enfin bref, en fin de compte, tu reviens sur presque un Web 2. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle le Web 2.5. Donc ça, c'est le Web 3 idéal finalement, enfin, ou plutôt pragmatique dans 10 ans, ce sera celui-là. Il y aura une grande partie de la population qui utilisera de la blockchain effectivement sans le savoir et qui n'en aura absolument pas d'intérêt particulier, tu vois. En tout cas, dans la plupart des usages au quotidien.
L'autre partie du Web3, et c'est ça qui est beau en fait dans le Web3, et c'est peut-être d'ailleurs le côté idéal en y réfléchissant, c'est qu'en fait ça propose une alternative. J'ose espérer effectivement que on vive dans 10 ans dans un monde où on puisse, au bout d'un moment, si on le souhaite, et parce que ça nous importe et qu'on on a intérêt de le faire, détenir ses actifs, détenir ses cryptos ou détenir ses tokens, peu importe, on va englober ça sous forme de tokens, et les posséder effectivement sur un wallet et qu'on soit entre guillemets presque inarrêtable, c'est-à-dire qu'on puisse se déplacer, tu vois. On a essayé de créer en gros, si j'essaie de faire une analogie, tu vois, sur les quoi, sur les peut-être 50 ou 100 dernières années, en tout cas au moins en Europe, on a essayé de créer la libre circulation, tu vois, libre déplacement, etc. Il y a quand même des règles, effectivement, hein, tu as le passeport et tout, mais si tu regardes par exemple en Europe, on a essayé de faire ça. A priori, ça a quand même plutôt bien marché. Tu peux partir demain en Allemagne ou où tu veux assez facilement. Et en fait, ce serait chouette d'avoir la même chose, d'avoir cet idéal en fait online. C'est-à-dire que ton argent ou tes actifs, encore une fois, hein, que ce soit des NFT ou peu importe, tout ce qui va être sur la blockchain, puisse en fait circuler de manière assez libre. Si tu as un ticket de concert, tu peux, ou une bouteille de vin, je reprends un exemple, par exemple sur un projet sur lequel on a travaillé, tu vois que tu puisses les échanger assez facilement et qu'il n'y ait pas une entité à chaque fois qui te check ou l'AMF qui te dise oh là non, tu peux pas, etc. Et quand on regarde le token, tu vois, le stablecoin de Société Générale, enfin de Forge, bah typiquement en fait c'est pas effectivement le Web3 idéal qu'on veut avoir. Malheureusement, je pense que ça va être le Web3 qu'on devrait avoir justement si en tout cas on est bien parti avec la réglementation pour avoir ce type de Web3. Donc c'est un token qui finalement, certes, est sur la blockchain, mais n'est en rien lié avec la culture ou les valeurs ou l'ambition effectivement du Web3 qu'on défend aujourd'hui. Donc voilà, donc ça je pense qu'il y aura vraiment deux types de Web3 effectivement, et la beauté finalement dans tout ça, c'est juste d'avoir l'alternative. En tout cas, je le souhaite, et cette possibilité justement de détenir ses actifs et d'avoir une sorte de libre circulation de ses actifs. Ça, c'est ce que je souhaite vraiment le plus. Et en vrai, il faut qu'on se batte parce que c'est comme tout, hein, c'est une liberté ou un droit, il faut aller le choper, quoi. Donc, faut pas baisser les bras trop vite, faut pas trop se plier, pour moi, non plus trop à la réglementation, dans le sens, oui, 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 il faut pas être un béni oui, oui et dire que c'est super bien, c'est super bien. Non, au bout d'un moment, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas rentrer dans un débat philosophique ou politique, mais effectivement, un droit ou en tout cas une liberté, ça se défend. Et donc, ça se défend aussi à titre, enfin, au niveau individuel. Non, mais écoute, forcément, je partage ce que tu dis et moi, le gros risque que je vois, c'est que, tu vois, parce qu'on veut de l'adoption de masse et parce que certains, voilà, tu vois, aussi gros institutionnels disent que, voilà, il faut, l'adoption de masse se fera pas, par exemple, avec, je sais pas, une expérience utilisateur au rabais, etc. Je trouve que, voilà, la décentralisation, elle est quand même grandement remise en cause et bon, là, je pense qu'il faut pas l'oublier et c'est important de garder ces valeurs parce que sinon, tout ce qui aura été initié depuis, je sais pas, une quinzaine Mm. d'années, sera quasiment perdu, quoi. J'ai un peu peur, en gros, tu vois, que justement les grosses institutions, enfin les institutionnels, etc., genre les grandes banques, etc., je voyais encore des news, hein, je crois, sur LinkedIn hier avec Crédit Agricole, etc., mais c'est pas que, hein, enfin, tous les institutionnels, s'emparent finalement du sujet, s'emparent mal du sujet, ou en tout cas s'emparent du sujet pour vraiment montrer patte blanche à l'administration, pour montrer justement, enfin aux législateurs, pour montrer qu'ils comprennent le truc, etc., qui sont vraiment, tu vois, in the game, skin in the game, alors qu'au final, en fin de compte, ça représente que dalle, tu vois, par rapport à l'activité principale. Et qu'en fait, le législateur finisse par les écouter eux, tu vois, parce qu'ils auront un peu, entre guillemets, du skin in the game, et pas nous, entre guillemets, effectivement, les gens qui défendons certaines valeurs du Web3. Et j'ai peur finalement que le débat soit faussé ou détourné, tu vois. Ils sont en train un peu de faire du jujitsu finalement avec la culture Web3, en mode, vous inquiétez pas, nous aussi on en fait, on connaît bien, on maîtrise, on est in. Mais en fin de compte, tu vois, derrière, ils vont nous pondre des réglementations qui vont être juste, à des années-lumière de ce qu'on aurait pu imaginer, tu vois. Et je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Et là, j'ai bien peur, effectivement, on va voir hein, dans les 10 ans qui vont venir, mais j'ai bien peur que le juste milieu, il soit pas trop au milieu au final, ou pas très juste. Ouais, bien sûr. Non, non, mais je comprends. Moi aussi, je voulais te partager quelque chose. Bon, je suis assez actif sur Lens Protocol et notamment sur Hey. Et hier, ça m'a un petit peu, entre guillemets, irrité parce que j'ai vu Chainlink, justement, qui postait sur Hey et qui disait que ils étaient hyper contents de lancer le résultat de toute leur phase d'interview sur comment en gros, les grands institutionnels bancaires, voilà, voyaient l'avenir de la finance on-chain, quoi. Et du coup, ça m'a un petit peu perturbé qu'un acteur comme Chainlink, bon, qui est quand même une référence dans Ah ouais. l'écosystème, quoi, n'interroge que des grandes institutions financières sur l'avenir de la finance on-chain. Je me suis dit, Mm. waouh, bon, ça m'a fait un petit peu peur quand même.
Ouais, et puis il y avait un protocole DeFi aussi, je vais pas le citer parce que j'ai peur de dire des conneries, mais en tout cas, je sais qu'il y avait un protocole DeFi qui, voulait intégrer, je crois, de mémoire, je crois que c'était des bons du trésor américain, tu vois, dans le pool justement pour backer le stablecoin ou un truc comme ça. Enfin, tu sais, ils voulaient remettre des certaines obligations dans certains actifs, ce qui remet une part centralisée, ce qui re enfin, tu vois, il y a une sorte de mix là, de mélange qui, j'avoue, tu vois, j'ai vu un mème il y a pas longtemps, un mème sur Twitter où, tu vois, attends, je crois que c'était genre, il y a Bitcoin il y a 10 ans, c'était ou il y a 5 ans, c'était, vas-y, en gros, on va niquer les banques, on va changer le monde, on va changer le type de monnaie, et cetera. Et finalement, aujourd'hui, c'est plutôt, Bitcoin qui demande aux banques de créer des ETF pour faire, pumper la valeur ou pour faire augmenter la valeur parce que finalement, on n'y arrive plus, quoi. On n'arrive pas à faire de la tu vois, on a le discours et la culture n'est pas assez forte finalement pour entraîner suffisamment de monde, donc on aurait besoin de ces institutionnels. Donc en fait, on est un petit peu effectivement potentiellement en train de leur manger dans la main. Et je sais pas si ça va être un bon petit cocktail, quoi. À voir. Ouais, non, mais je vois ce même auquel tu fais référence, moi aussi, il m'a choqué. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup, Jean-Nicolas, c'était super cool de faire cet épisode ensemble. Voilà, merci pour ta liberté de ton et ta franchise, ça fait toujours Merci à plaisir. toi. Et puis, écoute, bah voilà, je vous souhaite bonne chance pour la suite du développement de WAGMI Studio. Et puis, bon, on reste en contact. Et puis, je te laisse le mot de la fin si tu veux dire Évidemment. un petit mot aux auditeurs. Bah non, bah déjà merci Romain pour l'invitation. Grand plaisir, toujours parler comme je te disais, de quelque chose qui nous passionne et qui nous fait vivre. Donc là-dessus, grand merci. Merci aux auditeurs aussi, auditrices. Bah, n'hésitez pas à nous suivre, nous poser des questions directement sur LinkedIn. On est vraiment joignable, on kiffe parler voilà, des projets, de vos projets. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis on se rencontre aussi dans des événements. Non pas dans le métavers, mais IRL, sur Paris, sur Lyon, n'importe où, à Marseille. J'étais à Marseille récemment, donc, C'est noté. avec grand plaisir. À très vite. Yes, c'est noté, on mettra vos liens de contact dans le descriptif du podcast. Et puis, à bientôt, Jean-Nicolas, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.